Michel Lallemand, vous avez écrit Hacker, l'âge du fer. Qu'est-ce que ça signifie, hacker? Alors, hacker, aujourd'hui, est une notion qui est assimilée au vocabulaire anglo-saxon, puisque, effectivement, c'est plutôt les anglo-saxons qui utilisent le terme hacking, hacker, etc., to hack. Mais assez curieusement, la racine est française et le mot originaire est hache. Et donc, hacker, hack, renvoie immédiatement à l'idée d'outil. Et donc, hacker, ça veut dire bricoler, et le hacker, c'est quelqu'un qui utilise des outils de façon intelligente, mais avec une exception extrêmement précise, puisque hacker, c'est assez proche du terme de bricolage au sens où l'a défini Lévi-Strauss, puisque hacker, ça signifie mobiliser des moyens ou des ressources disparates en vue d'obtenir une fin déterminée, et souvent, ça renvoie au fait d'utiliser un instrument, un bien, un objet, le bricoler et dévier de son usage original. Donc le hack est une action de bricolage intelligente qui permet en fait de ruser avec l'existant. Alors, se réapproprier les outils, travailler autrement. Alors, ce qui est étrange, c'est que quand on lit André Gorz, qui nous repousse, disons, 20 ou 30 ans en arrière, il pensait carrément qu'avec les hackers et les nouvelles technologies, on allait sortir du capitalisme. Ce n'est pas votre cas. Alors, c'est une intuition très forte d'André Gorz, qu'il a eue effectivement à la fin de sa vie. Il voyait déjà apparaître des ateliers d'auto-bricolage, enfin de bricolage tout court même. Même dans Radio au prolétariat d'ailleurs, il y avait une utopie qui était liée à cette intuition qu'on pourrait reconquérir le travail et sortir du capitalisme sur la base de ce qu'on appelle aujourd'hui le hacking. Alors ce qui est vrai, c'est que cette histoire que nous conte Gorz, en fait, a des racines un peu plus anciennes, et Gorz a pu profiter de cette histoire qui démarre dès les années 50 aux États-Unis. Et le hacking trouve là son origine. Alors l'origine peut paraître un peu triviale, puisque le terme hack, tel que nous le connaissons aujourd'hui, a été bricolé, imaginé par des étudiants au MIT, donc sur la côte est des États-Unis. Et le lieu exact, c'est une association d'étudiants qui bricolaient des petits trains électriques. Et il y avait deux groupes dans cette association. Il y avait des gens qui se contentaient de peigner les gares, les bonhommes, etc. Et puis ceux qui déjà tenter de bricoler de l'électronique pour pouvoir diriger à distance les lignes de chemin de fer, etc. Et c'est eux qu'on appelait les hackers. Et plus généralement, ce terme de hacker est devenu, dans l'univers universitaire, synonyme de potache, de blague. Donc c'est une façon de subvertir l'existant. Et c'est en ce sens que Gorz va revenir sur cette philosophie du hack pour dire que, à travers la capacité à bricoler soi-même des objets, mais aussi le monde, on peut éventuellement sortir du capitalisme. Alors aujourd'hui, et c'est le constat que j'ai fait dans l'âge du fer, et que nous avons travaillé également avec Isabelle Berryby-Hoffman et Marie-Christine Bureau dans Makers, nous avons montré qu'aujourd'hui s'est développé toute une série d'espaces qu'on appelle des hackerspaces, donc qui tirent leur origine sémantique du terme hack, où des gens librement vont bricoler avec toute une série d'objets qui ont été récupérés, des ressources les plus diverses, et que c'est une forme d'alternative à la production marchande. Alors bien sûr, on ne sort pas immédiatement du capitalisme, mais c'est un moyen de subvertir l'ordre marchand existant grâce à ces communautés productives qui ont leur source aux États-Unis. Ça veut dire, selon vous, qu'il est possible d'échapper à la rationalité implacable, disons, de la productivité capitaliste au sens large? Oui, alors ça c'est une question centrale, puisque on pourrait faire un parallèle, vous savez, avec la grande thèse de Max Weber sur l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme. Weber a montré que notre capitalisme contemporain a pu se développer parce que les pratiques productives entraient en affinité avec une éthique issue du protestantisme et des sectes puritaines, et notamment la valorisation du travail, pour des raisons sur lesquelles on n'a pas trop le temps de revenir, mais on trouve cette même idée qu'il y a une éthique fondatrice d'une autre façon de travailler dans le mouvement hacker.
et que cette éthique-là peut avoir des conséquences sur les pratiques productives. Alors sur quoi est basée cette éthique hacker? D'abord, avant de rentrer dans le détail, il faut rappeler qu'elle a pris du temps à se former, à se formaliser. Et c'est un journaliste, en fait, qui s'appelle Steven Levy, qui en 1984 a écrit un ouvrage extrêmement connu dans le monde hacker, qui s'appelle Hackers, les héros du monde moderne, où il montre que les hackers partagent toute une série de préceptes qui informent leur façon de bricoler, de faire du hack, à commencer par les programmes informatiques, puisque le hack a trouvé un plein épanouissement dans le monde de l'informatique. Alors quels sont ces préceptes? Premier précepte, c'est que l'information doit être libre. Donc là, il y a l'idée que les marchandises, mais à commencer par ce que l'on produit, aussi bien les programmes que ce qu'on peut produire dans le hackerspace, doivent être disponibles et circuler librement dans l'espace. Donc c'est une pierre de taille, hein, dans le jardin du capitalisme qui fonctionne à coup de loi de la valeur, pour reprendre les termes de Marx. Là, l'idée, c'est qu'on fait circuler librement ce que l'on produit. Deuxième principe central, c'est qu'il faut se défier de toute forme organisationnelle hiérarchisée. Pour le dire d'un mot, l'ennemi des hackers, c'est IBM. Et donc, ils ont inventé des façons de travailler, de coopérer sur un mode horizontal, ce qui est une façon d'anticiper toute une série de réformes qui sont en cours dans certaines entreprises qu'on appelle libérées ou pas d'ailleurs, qui pensent que la hiérarchie c'est fini et qu'il faut inventer d'autres façons de travailler basées sur la coopération volontaire entre les individus. Donc c'est une forme d'émancipation vis-à-vis de la bureaucratie. Et puis, troisième élément important dans l'éthique hacker, c'est le fait de ne juger personne sur son apparence, sur son sexe, son âge, etc. Et que seule la compétence, et notamment la compétence en termes de programme informatique, de capacité à bricoler, compte. Et c'est ça qui fait la méritocratie dans le monde hacker. Donc on a un noyau, vous voyez, de valeurs, de principes, et qui se décline différemment, selon différents espaces sociaux, dans le monde de l'informatique, bien sûr, où les hackers ont été les pionniers, avec des actions spectaculaires, aussi bien du côté des ce qu'on appelle les crackers, c'est-à-dire les hackers pirates, qui font souvent la une des médias, qui vont s'introduire dans les systèmes informatiques pour, à des fins peu légales, mais il y a aussi une version, si j'ose dire, qu'on appelle dans le monde de l'informatique les chapeaux blancs, à l'opposé des chapeaux noirs que sont les crackers, et les chapeaux blancs sont les makers, sont des hackers qui, eux, entretiennent un rapport positif avec le monde et qui bricolent, qui hackent pour l'améliorer, tout en subvertissant finalement les lois qui structurent l'ordre marchand dominant. Et pour finir de répondre à votre question, l'important c'est qu'à partir de cette éthique, ce noyau éthique dont je viens de rappeler les principes constitutifs, on voit aujourd'hui toute une série de mondes sociaux. Ça peut être l'éducation, ça peut être l'entreprise, ça peut être le monde de l'artisanat, qui s'instruisent de ces principes-là, qui les digèrent pour pouvoir reconfigurer leur manière d'éduquer des enfants, de produire des biens et services, d'imaginer des façons de designer des produits, d'associer les consommateurs, etc., etc. Donc, la thèse qu'on pourrait soutenir aujourd'hui, à la différence de Gorz, c'est pas qu'il y aurait une rupture radicale avec le capitalisme, mais il y a une transformation par le bas, une espèce de pollinisation par le biais des principes hackers qui transforment progressivement différents mondes sociaux dans lesquels on bricole. Alors, vous parlez d'un engouement pour le faire. Qu'est-ce que vous entendez précisément par faire? On a compris que c'était pour donner au travail une finalité en soi, pour que l'autonomie soit inscrite au maximum. Mais pourquoi cette insistance sur le faire, sur le do it? La notion de faire est la traduction peut-être maladroite du terme make, qui renvoie aux makers, donc qui sont une famille de hackers en réalité. Et ces makers ont hérité de la philosophie hacker dont on vient de parler, pour redonner vie, redonner droit à une forme d'activité, on pourrait dire à un travail qui trouve en lui-même sa propre finalité. Donc le travail n'est plus un moyen simplement pour vivre, pour obtenir un revenu. Eh bien, on travaille juste parce qu'on trouve du plaisir à faire ce que l'on fait. Et les hackerspaces, où cette philosophie du faire est développée, mais c'est le cas aussi de ce qu'on appelle les Fab Labs, aujourd'hui les laboratoires de fabrication, sont peuplés de jeunes gens, bien souvent, qui viennent là juste pour le plaisir de bricoler.
Et donc la finalité de l'activité productive est elle-même. Hein, c'est juste j'ai envie de faire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on retourne en fait la relation moyen-fin qui domine dans les entreprises traditionnelles. Il faut faire du profit et donc trouver des innovations. Dans les hackerspaces ou dans les Fab Labs, les gens viennent, bricolent et éventuellement, si ça marche, on peut valoriser sur le marché ce que l'on a trouvé. C'est une façon de redonner du sens, de débrider les contraintes qui pèsent fortement sur toutes les pratiques d'innovation. Et c'est pour ça d'ailleurs que les grandes entreprises ont porté un intérêt assez tôt à ces espaces de fabrication innovante que sont les hackerspaces ou les Fab Labs, pour certaines d'entre elles, les réintroduire en leur sein pour redonner droit au plaisir juste de bricoler et d'innover. Alors ce qui est intéressant, c'est que cette idée du faire, le travail qui trouve en lui-même sa propre finalité, a donné lieu à un mouvement social qui aux États-Unis s'appelle le mouvement faire. Et donc, on trouve aujourd'hui ce qu'on appelle des make-faire, c'est-à-dire des grandes foires qui rassemblent des familles entières, plusieurs milliers de personnes, qui viennent déambuler dans des stands où on peut manger de la barbe à papa, des saucisses, et en même temps bricoler, découvrir les dernières imprimantes 3D qui sont l'incarnation de ce mouvement faire et des makerspaces, c'est-à-dire des machines qui permettent de fabriquer n'importe quoi grâce à du plastique, du métal, de la pâte alimentaire, mais en 3 dimensions. Et ce mouvement faire est à l'origine de ce que certains appellent déjà une 3e révolution industrielle qui va complètement transformer notre façon de fabriquer, puisque pendant très très longtemps, jusqu'à maintenant, en fait, travailler, c'était, sur le plan industriel, c'était ôter de la matière à du bois, à n'importe quel autre type de matière, alors que là, c'est un système de production ajoutée. On n'utilise que la matière dont on a besoin pour fabriquer une lampe, un coquetier, tout ce que vous voulez. Et ce type de machine, qui vient du mouvement faire, est déjà par exemple utilisé dans l'aéronautique, etc., etc. Donc il y a un mouvement social qui a aussi ses magazines, ses grandes figures, etc., qui irrigue aujourd'hui beaucoup de sociétés occidentales. Maker-Faire est aussi présente en France. Et donc, transforme complètement notre rapport à la matière et au monde. Et en ce sens, le faire, c'est bien plus qu'un souci de retrouver du plaisir dans le travail, c'est un rapport au monde qui se réinvente complètement aujourd'hui. Vous avez parlé d'innovation, mais est-ce que le recyclage, ça fait partie de l'éthique hacker? Je pense à l'éloge du carburateur de Crawford, ce monsieur universitaire qui s'est reconverti dans la réparation de mobylettes parce qu'on ne trouvait plus de carburateur. Alors Crawford partage avec l'éthique faire, l'éthique du mouvement faire, le monde hacker, cette idée qu'il y a une noblesse au geste manuel. Et son ouvrage est centré effectivement là-dessus. Mais je pense que le monde hacker va un peu plus loin que Crawford parce que le monde hacker pense que le faire ne concerne pas simplement ce qu'on appelle peut-être de manière maladroite le travail manuel, mais aussi et typiquement et de façon centrale la production informatique, le codage, et donc l'invention d'autres formes de travail qui ont une dimension désincarnée, et donc la réflexion hacker est de ce point de vue transversale. Mais il est vrai que la question du recyclage que vous évoquez est centrale. Alors, elle est centrale de 2 points de vue. D'abord parce que dans l'éthique du travail des hackers, qui ont une réflexion forte sur la notion de travail, il y a l'idée que ce qui est économe est associé à une forme d'esthétique du travail. Et par exemple, vous prenez un programmeur qui est capable de passer de 8 lignes de Python à 2 lignes de Python, eh bien, il y a une forme d'esthétique qui est reconnue et valorisée et qui correspond à une économie de l'effort qui est au centre de l'éthique hacker. Et puis, dans le mouvement hacker, comme dans le mouvement faire de manière générale, il y a l'idée que ce qui est intelligent, c'est de bricoler à l'aide de produits, de ressources qu'on va récupérer et qu'on va pouvoir recycler pour pouvoir en faire des usages différents. Et un des points forts de ce mouvement faire, par exemple, comme j'ai pu le voir à San Francisco, ça serait par exemple de récupérer des vieux vêtements, d'en refaire des nouveaux et de les truffer d'électronique. Et donc on est à la pointe de l'innovation d'une certaine manière en recyclant et en économisant toute une série de ressources. Et c'est pas un hasard du coup si beaucoup de hackers ou de makers sont très proches de mouvements sociaux alternatifs comme Food Not Bombs,
qui consiste à aller récupérer la nourriture qui est souvent mise de côté dans les supermarchés pour en refaire des moyens, enfin des ustensiles de base, hein, des éléments de base pour pouvoir nourrir des gens qui sont à la rue, etc. Donc cette logique de l'économie et du recyclage est centrale effectivement dans le mouvement faire. Alors, vous avez évoqué la côte ouest. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé dans vos visites et dans vos observations lorsque vous étiez en train de précisément d'écrire sur les hackerspaces? Alors, c'est vrai que nous sommes passés à la côte ouest. Il y a eu un mouvement historique qui a fait basculer effectivement les hackers qui ont vu le jour dans les années 50 sur la côte est pour aller vers la côte ouest. Et c'est pas un hasard du côté de ce foyer d'innovation qui est la Silicon Valley. Alors, je dirais, il y a plusieurs choses qui m'ont intéressé. La première chose, c'est cette alliance assez originale entre le mouvement hacker, dont les racines viennent effectivement de l'autre côte, et la contre-culture de San Francisco des années 60-70. Il y a une espèce d'alliance culturelle qui a permis de donner naissance à ce mouvement hacker au nom de l'autonomie, au nom de la créativité, au nom de la liberté, au nom de l'organisation communautaire horizontale. Et il y a une espèce d'alliance, pour le dire vite, entre cette contre-culture et puis l'histoire de l'informatique qui a été centrale pour expliquer ce mouvement hacker. Ça, c'est un premier point décisif. Et puis, il y a un deuxième point important auquel je ne m'attendais pas en passant un an à vivre avec les hackers et les makers, c'est leur capacité à faire vivre des espaces fondés sur ce qu'on appellerait nous en France une forme d'autogestion, mais qui est basée au fond sur une philosophie de l'autonomie. Alors l'idée, c'est qu'il y a des gens qui vivent ensemble en essayant de rejeter toute forme de hiérarchie. Donc il n'y a pas de chef. Et ces espaces, pourtant, peuvent accueillir de manière parfois ponctuelle plus d'une centaine de personnes qui travaillent ensemble, il y a des coins nourriture, etc. Et ils ont inventé une espèce de philosophie politique nouvelle qui s'appelle la douocratie. Et cette douocratie, c'est l'idée que est légitime celui qui fait. Et on retrouve l'idée que l'action, le faire est important. Et pour revenir à Max Weber, on pourrait dire qu'on retrouve au niveau de la légitimité ce qui fait sens au niveau de l'action sociale. Donc cette douocratie, si dans un espace qui est un Fab Lab ou un hackerspace, quelqu'un décide de prendre une chaise, de la déplacer d'un endroit à l'autre, il a raison parce que c'est lui qui a pris l'initiative. Et en même temps, cette douocratie, elle rentre en tension avec un autre cœur, important pour la philosophie hacker, qui est un peu frotté d'anarchisme, c'est le consensus. C'est-à-dire qu'il y a le refus dans ces espaces de hackers, de makers, qu'il y a un petit noyau qui prenne la main sur un autre. Et donc toutes les décisions sur la façon de vivre ensemble, de lancer un projet collectif, etc., se fait au consensus. Alors ça prend beaucoup de temps. Et donc ce qui veut dire que les hackers parlent beaucoup. Les makers parlent beaucoup, c'est-à-dire qu'il y a des réunions où tout le monde peut venir, on décide qu'on va faire ça, mais il faut que tout le monde soit d'accord. Alors vous voyez bien qu'il y a un problème, puisque d'un côté, il y a une philosophie de la douocratie, celui qui prend l'initiative a raison, et en même temps, pour les grandes décisions notamment, il faut que tout le monde soit d'accord. Et ce qui fait qu'il y a des frottements permanents entre ces deux principes, ces deux super règles qui fondent les organisations hackers, et la conséquence, c'est l'existence de conflits permanents. Puisque les gens ne sont pas forcément d'accord. Et donc le conflit fait partie du régime organisationnel de ces mondes hackers. Et les hackers ont suffisamment de réflexivité pour comprendre cela et pour pouvoir outiller leurs propres pratiques pour essayer de résoudre leurs conflits. Et les hackers sont persuadés, plus encore, que tout problème social peut se résoudre par un problème technique. Ce qui sociologiquement est pour moi une grande énigme, mais en tout cas ça fait partie de cette philosophie hacker. Et par exemple, à Knowledge, qui est un hackerspace de San Francisco où j'ai passé beaucoup de temps, les hackers, pour résoudre ce problème de conflit permanent, qui est au cœur de ces organisations horizontales, ont inventé différents positifs. Ils ont inventé notamment un dramamomètre, ce qui est un instrument qui permet de mesurer le nombre de fois où le terme drama, donc conflit, apparaît dans la liste de diffusion, les mails qui circulent entre les hackers. Et donc là, ils peuvent sentir le climat social et anticiper les problèmes et prendre tous les décisions nécessaires pour pouvoir limiter les impacts de ces conflits.
Donnez-moi des exemples de consensus, de discussions, de décisions auxquelles vous avez assisté pendant ces 5 semaines. Oh ben, San Francisco, j'y ai passé un an, vrai. Hein, le premier élément de consensus, c'est lorsqu'on recrute un nouveau membre. Donc, lorsqu'une personne veut devenir membre d'un espace qui est un hackerspace, il vient se présenter, il vient expliquer qui il est, etc. Il y a 2 par 1. Et il faut qu'il y ait l'ensemble des membres qui soient d'accord pour pouvoir le reconnaître comme nouveau membre. Alors la personne sort, il y a une longue discussion, etc. Voilà. Et donc, en général, les gens sont acceptés. Donc ça, c'est typiquement un exemple de consensus. Mais le consensus, ça peut être le fait de est-ce qu'on va déménager ou est-ce qu'on va, par exemple, si j'ai souvenir d'une longue réunion qui avait eu lieu à Knowsbridge, donc à San Francisco, pour savoir s'il fallait accepter une subvention d'une fondation. Dans l'univers américain, être subventionné pour des hackers par une entité extérieure, ça pose problème, parce que ça remet en cause un principe élémentaire qui est le principe d'autonomie ou d'indépendance économique vis-à-vis de puissances potentiellement colonisatrices. Et donc là, par exemple, il y a une très longue discussion, et comme toujours, les hackers savent faire, ils structurent leurs réunions en divisant les problèmes, en disant on va déjà déplier la proposition de cette fondation, ensuite, deuxième temps, on va dire quelles sont les opinions des uns et des autres, les avantages que l'on voit, troisième temps, on va discuter pour savoir si à court terme ou à long terme ça fait sens, etc. Finalement, ça ne s'est pas fait, mais il y a une grosse tension au sein de la communauté hacker, parce que certains ont dit qu'il faut rester absolument autonome, à la différence, par exemple, de ce qu'on observe en France, où beaucoup d'espaces de ce type sont financés par les finances publiques. Aux États-Unis, pour les hackers et pour les makers, il n'est aucunement question d'être dépendant de n'importe quelle puissance extérieure. D'autres disaient, oui, mais quand même, si on avait cet argent, on pourrait développer des projets. Je me souviens qu'il y avait un projet qui animait un petit groupe qui était à faire de la neurobiologie appliquée pour faire bouger des objets, notamment des fauteuils pour handicapés, juste par la puissance du cerveau. Donc effectivement, l'argent aurait été le bienvenu pour financer ce type de projet. Donc là, discussion forte, et puis finalement, il n'y a pas eu consensus pour le coup, et donc l'argent n'a pas été accepté. Est-ce qu'il y a des liens entre l'Europe et les États-Unis, l'informatique étant au poste de commande, dans la mesure où le Chaos Computer Club date des années... début des années 80, disons, à Berlin, est-ce qu'il y a eu des contacts, comme il y a eu des contacts au moment des printemps arabes, entre les hackers de la côte californienne et les Européens berlinois? Oui, il existe un réseau international qui relie ces hackers, makers. Et effectivement, en Europe, Berlin a tôt été le foyer en fait, d'émergence de ce mouvement hacker, avec le Chaos Computer Club, qui s'est fait connaître au début des années 80 par un hack qui a fait la une de nombreux journaux allemands, puisque les hackers ont été prendre de l'argent dans une caisse d'épargne allemande et ils l'ont rendu le lendemain. Et l'idée, c'était de mettre le doigt sur la fragilité du système informatique des banques allemandes. Et du coup, le Chaos Computer Club s'est imposé comme un acteur public extrêmement important en Allemagne. Il a lancé toute une série d'initiatives pour se faire connaître. Le Parti pirate en Allemagne, d'une certaine manière, était la porte-parole politique de ce mouvement hacker. Le Parti pirate est rentré dans l'espace public, comme on le sait. Mais très vite, le Chaos Computer Club a eu le sentiment qu'il fallait mondialiser, au fond, son action. Et ça a été effectivement un des acteurs de mise en réseau des mouvements hackers à travers le monde. Et pour cela, il y a eu 2 types d'initiatives qui continuent de fonctionner aujourd'hui et qui sont extrêmement importantes. La première, c'est de faire des camps, comme on dit, c'est-à-dire des grands campements dans lesquels des hackers du monde entier vont se retrouver pour partager des expériences, écouter des concerts, être dans une philosophie assez proche de Burning Man aux États-Unis où on fait la fête, etc.
Et puis surtout, deuxième initiative, tous les ans, entre Noël et Nouvel An, le Chaos Computer Club organise un grand rassemblement mondial de hackers qui, en Allemagne, rassemble des milliers de hackers du monde entier qui vont faire des conférences, comme les colloques universitaires, avec des ateliers, partage de savoir, des fêtes bien sûr. Et là, donc, il y a une communauté mondiale de hackers qui existe aujourd'hui, dont le Chaos Computer Club a été un des vecteurs déterminants. En dehors de votre livre, quelle serait la bonne bibliothèque du hacker qui aimerait entrer dans la compagnie? Alors, il y a toute une littérature, entre guillemets, grise sur le hacking, c'est comment apprendre à hacker, etc. Donc celle-ci est immense. Je crois que la référence des hackers, c'est le livre de Steven Levy, que j'avais évoqué précédemment, qui s'appelle, dont le titre m'échappe à l'instant, je crois que c'est, parce qu'il a été traduit également en français récemment, mais c'est Heroes ou Hackers, les héros de la révolution informatique. Donc c'est vraiment la référence de base, parce que ça raconte l'histoire du mouvement hacker et son déploiement, et surtout, c'est le premier livre qui formalise les principes qui donnent vie et forme au mouvement hacker aujourd'hui. Donc je crois que c'est le livre important. Et puis on peut citer également le livre de Peter Immonen, qui est un livre sur l'éthique hacker également, et qui tente une comparaison entre ce que Weber avait vu à propos du développement du capitalisme sous infusion de l'éthique protestante, pour dire qu'aujourd'hui peut-être se joue effectivement avec l'éthique hacker une transformation similaire. Et puis on peut citer l'ouvrage d'André Gorz que vous aviez mentionné. Je crois que le texte figure dans Ecologica. Et là, c'est une première façon en France de prendre conscience de l'importance de ce mouvement hacker et des conséquences fortes qu'il pourrait avoir sur notre système économique et politique à l'avenir. Alors justement, à l'avenir, dernière question, ça serait quoi votre pronostic, puisque bon, maintenant on a quand même un petit peu de distance par rapport à ces nouvelles pratiques. Comment vous voyez l'avenir du mouvement ? Alors, je pense que d'abord, il reste un noyau dur qui continue de développer, de cultiver les valeurs du mouvement hacker. Je dirais dans ces deux tendances, à la fois dans les tendances illicites avec les crackers, puisque on a régulièrement des exploits entre guillemets de crackers qui se font connaître par les médias, etc. Et par les makers, c'est-à-dire ces chapeaux blancs qui entretiennent un rapport positif avec le monde et qu'on va trouver dans les hackerspace et les Fab Labs. Donc ce noyau dur existe, il prend une forme de plus en plus importante à travers le mouvement FAIR, qui lui donne aussi une dimension commerciale. Ça, c'est un premier élément. Mais ce qui est pour moi plus important, c'est que ce mouvement hacker-maker se diffuse par capillarité dans toute une série de mondes sociaux. Et je crois que c'est ça l'avenir du mouvement hacker-maker, c'est cette capacité d'institutions qui cherchent à se réformer, à tirer profit, à faire leur miel de principes nouveaux qui, en fait, en réalité, ne sont pas simplement le fait des hackers eux-mêmes, mais qui sont l'expression de transformation de fond de nos sociétés modernes ou postmodernes et qui indiquent un besoin d'autonomie, de créativité et de liberté de plus en plus important, ceci rentrant en contradiction, il est vrai, avec les forces, appelons-les conservatrices, néolibérales, etc. Et c'est cette tension-là dans laquelle est placé aujourd'hui le mouvement maker et qui fait que c'est un des agents de transformation possible du monde à venir. Un besoin d'imagination sociale. Ah, très clairement, oui, très clairement. L'imagination sociale, elle est au cœur de la pratique maker, parce que l'idée même de bricoler, c'est l'idée qu'on n'est pas contraint par une façon déjà prédéterminée d'agir dans son travail quotidien, comme la façon d'organiser sa vie, comme le monde entier. Et une des forces du mouvement maker, qui donne sens à l'idée d'imagination sociale, c'est que partis du bricolage d'objets, ils en sont arrivés à l'idée qu'on pouvait bricoler la société. Et ça, c'est ce qui fait des hackers, des acteurs centraux des mouvements sociaux contemporains.